Épisode 137. Pourquoi les Français boivent-ils de moins en moins d'alcool ? Salut à toutes et à tous, salut Ingrid. Salut Hugo, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va et toi ? Le week-end s'est bien passé ? Ouais, le week-end s'est bien passé, plutôt tranquille. Et toi, est-ce que t'as fait la fête ce week-end ? Non, j'ai pas fait la fête, donc je suis bien ce matin. Je n'ai pas la gueule de bois. Gueule de bois, expression qui est particulièrement pertinente pour cet épisode, je pense. Ouais. Il me semble qu'on en avait déjà parlé. C'est une expression aussi que les profs de français aiment bien expliquer sur YouTube. Est-ce que tu peux dire ce que ça signifie, avoir la gueule de bois ? Avoir la gueule de bois, c'est être malade, ne pas se sentir bien parce qu'on a bu trop d'alcool. Donc voilà, c'est une expression qui est assez imagée et comme tu dis, elle tombe bien aujourd'hui puisqu'on va parler de la consommation d'alcool des Français. On s'est dit qu'aujourd'hui, c'était une bonne journée pour parler de ce sujet puisque c'est la fin d'un phénomène qui s'appelle le Dry January, donc le janvier sec. Et comme le mois de janvier vient de se terminer, le Dry January vient de se terminer, c'est-à-dire que c'est un défi pendant lequel on ne doit pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier. Exactement. Pas une goutte d'alcool et c'est une opération qui a été mise en place pour remédier aux excès du mois de décembre, parce que c'est vrai qu'en décembre, avec les fêtes de fin d'année, on a tendance à faire quelques excès, aussi bien au niveau de la nourriture que de notre consommation d'alcool. Donc, en janvier, une nouvelle année commence. C'est l'occasion de prendre des bonnes résolutions, notamment celle d'essayer peut-être de réduire sa consommation d'alcool. Et c'est pour ça que cette opération a été mise en place. On va vous en reparler un peu plus tard, mais globalement, on va essayer de vous aider à comprendre pourquoi la consommation d'alcool des Français baisse. Et c'est une tendance de fond, d'ailleurs, qu'on observe depuis une soixantaine d'années, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs statistiques qui montrent qu'en France, en général, la population a tendance à boire de moins en moins d'alcool. Chaque année, chaque génération, la consommation est moins élevée. Et donc, on s'est dit que peu importe si les Français ont vraiment participé au petit défi de janvier, dans tous les cas, c'est un sujet qui est intéressant puisque c'est une tendance, une mode qui est plutôt globale et plutôt vérifiée qu'on boit de moins en moins d'alcool en France. Et il y a plusieurs raisons à ça. Donc, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, on va revenir un peu sur les origines de cette opération du Dry January. On vous a dit qu'en français, ça se traduit par janvier sec, mais on a gardé l'expression anglaise. Je ne sais pas si c'est parce que c'est plus cool ou parce qu'on veut garder une certaine distance avec ça. Parce que c'est vrai que nous, les Français, on est assez connus pour notre consommation d'alcool. Chez certains, c'est aussi un signe, une source de fierté d'être capable de boire. Et d'autant plus que chez nous, on se vante d'avoir un alcool de bonne qualité. Donc voilà, tout ça pour dire, ça peut vous sembler bizarre, mais en France, dans les médias, etc., on parle du Dry January. C'est quelque chose qui vient du Royaume-Uni, c'est ça Ingrid ? Oui, c'est ça. En fait, c'est une opération qui existe depuis beaucoup plus longtemps au Royaume-Uni. Donc une campagne, une marque déposée qui s'appelle Dry January et qui a été importée en France il y a pas si longtemps. Et donc, en France, c'est un collectif d'associations qui participent et qui font de la publicité pour cette opération. C'est des associations diverses, par exemple de lutte contre des maladies ou de lutte de prévention pour la sécurité routière, voilà, des choses comme ça, qui essayent d'inciter les Français à participer à cette opération à travers les réseaux sociaux, des affiches dans la rue, des publicités à la radio, etc., etc. Apparemment, c'est assez suivi et c'est particulièrement suivi par les jeunes.
Et donc, avec ce nom, Dry January, moi j'imagine qu'il y a un côté un peu, comme tu dis, cool, mais aussi international. Quand on est sur les réseaux sociaux, on a tendance à ne pas traduire parce que ça permet de montrer qu'on fait la même chose que les voisins. C'est vrai. Même si pour nous, les Français, c'est assez compliqué à prononcer, non, quand même. Dry January, je sais pas. Ouais, je galère là, perso, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et ça fait penser à une autre opération, le mois sans tabac. Le mois sans tabac, je sais plus à quel mois de l'année c'est. C'est au mois de novembre. Donc peut-être qu'on y consacrera un épisode en novembre. Mais là, l'objectif est un peu différent parce que le mois sans tabac, c'est vraiment pour que les gens arrêtent de fumer de manière définitive, pour les accompagner. Alors que officiellement, Dry January, c'est plutôt l'occasion de faire un point sur sa consommation d'alcool, de voir si on est capable de ne pas boire pendant 30 jours, d'observer les effets que ça peut avoir sur notre santé et peut-être de se rendre compte qu'on a un problème d'addiction avec l'alcool. Mais la promesse de cette campagne, c'est pas de dire vous allez complètement arrêter de boire de l'alcool à partir du mois de janvier. C'est seulement quelque chose de temporaire pour faire le point. Et je sais que ça existe aussi d'ailleurs avec le véganisme depuis quelques années. Le Veganuary, ça s'appelle, où c'est l'occasion de faire le point sur sa consommation de viande et de produits d'origine animale et d'essayer de s'en passer. Ah, c'est une bonne expression. Se passer de quelque chose. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire ? Ça veut dire vivre sans cette chose, réussir à faire sa vie tout simplement en n'ayant pas cette chose dans son quotidien. Exactement, se passer de café, se passer d'alcool, se passer de produits d'origine animale. Ouais, moi je me rappelle que j'avais fait 1 mois, c'était pas lors d'une opération, mais j'avais fait 1 mois sans viande et ça avait duré 2 ans et demi finalement, 3 ans même je crois. Donc comme quoi ça peut fonctionner dans certains cas d'arrêter complètement une fois qu'on a fait un test. Et dans le cas de l'alcool, je pense qu'en France on a une culture tellement porté sur l'alcool. Être porté sur quelque chose, ça signifie qu'on a un intérêt pour cette chose. C'est une chose qu'on fait régulièrement. Donc on peut dire qu'une personne qui est portée sur l'alcool, c'est une personne qui consomme beaucoup d'alcool. Ouais. Et c'est vrai que ça fait vraiment partie de notre culture, notamment parce qu'on est un grand producteur de vin et de champagne. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours mis en avant. Mais malgré ça, l'opération du Dry January est de plus en plus populaire et cette année, il y a 1/3 des Français qui ont déclaré vouloir y participer. Alors après, est-ce que tout le monde a réussi à passer tout le mois de janvier sans boire une goutte d'alcool ? C'est moins sûr, mais en tout cas, de plus en plus de Français déclarent avoir l'intention de participer à cette opération. Ouais, en tout cas, c'est l'intention qui compte, comme on dit. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont intéressés par cette idée de réduire leur consommation. Pourtant, l'État n'est pas forcément très très d'accord avec ça. Et en faisant des recherches pour cet épisode, on a vu que la campagne du Dry January, même si elle est soutenue par beaucoup d'associations, en fait, elle n'a pas été soutenue par l'Agence de santé publique de France. Normalement, il y avait eu des discussions. L'État français était censé soutenir l'opération, donc par exemple en donnant de l'argent, etc. Il devait s'occuper de piloter, donc de faire en sorte de faire la coordination de l'opération. Et finalement, ça a été abandonné. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a des grandes chances que ce soit à cause des lobbies de l'alcool qui sont très puissants quand même en France, notamment les lobbies du vin, mais pas que, parce qu'il y a d'autres alcools qui sont produits en France, qui sont des alcools bien français et bien vendus en France. Je pense par exemple au pastis de l'entreprise Ricard. Et donc, même si en France on a quand même pas mal de campagnes qui sont en prévention pour éviter les excès d'alcool, l'État ne soutient pas vraiment l'idée d'arrêter complètement. Et je pense qu'avec cette opération, il y a le risque de, quand on arrête l'alcool pendant 1 mois entier, éventuellement d'avoir de plus en plus de personnes qui se disent que finalement, être sobre, c'est pas si mal. Et ça, c'est pas très bon pour le business. Oui, c'est vrai que l'État français a un peu
le cul entre deux chaises. Tu sais que j'aime bien cette expression, avoir le cul entre deux chaises. Vous entendez qu'il y a le mot cul, donc c'est une expression plutôt familière. Je vous déconseille de l'utiliser pendant un entretien d'embauche. Mais je pense que l'image est assez parlante. Ça veut dire qu'on a un dilemme. On est entre deux positions qui sont un peu contradictoires. On se trouve peut-être dans un conflit d'intérêts. D'un côté, l'État français veut faire de la prévention pour améliorer la santé publique, parce que ça coûte aussi de l'argent dans les hôpitaux, etc. Ça coûte de l'argent à l'État. Donc on essaye de faire de la prévention, mais de l'autre, il y a les lobbies de l'alcool qui font pression pour pouvoir continuer à vendre leurs produits. Ce qui fait que, comme tu l'as dit Ingrid, l'État a plutôt des recommandations pour mieux encadrer la consommation d'alcool et pour la limiter, mais pas pour arrêter complètement. D'ailleurs, ça me fait penser à un chiffre qui m'a vraiment choqué en préparant cet épisode. Je pense que c'est ça, mais que 58% de l'alcool consommé est consommé par 10% des Français. Donc, c'est toutes les personnes qui ont vraiment un problème d'alcoolisme et qui ont une consommation assez démesurée. Et forcément, ces personnes-là, si pendant un mois, elles arrêtent complètement de boire de l'alcool, elles vont peut-être réussir à se sevrer. Se sevrer, c'est quand on a une addiction, que ce soit au niveau des drogues, de l'alcool, etc., et qu'on arrive à se débarrasser de cette addiction. Oui, c'est quand on arrête de consommer quelque chose. Ça fonctionne aussi pour les bébés qui sont sevrés quand ils arrêtent le lait maternel. Mais donc, c'est en général, on est sevré quand le corps n'a plus besoin de consommer quelque chose qui, avant, était nécessaire. Sachant qu'une grande partie de l'alcool vendu est le fait d'un petit nombre de Français, finalement, mais qui consomment de grandes quantités, c'est sûr qu'une opération comme le Dry January, ça pourrait faire baisser significativement les ventes d'alcool à long terme. Oui, l'État préfère avoir des campagnes dans lesquelles il va plutôt promouvoir des consommations d'alcool responsables. Donc, par exemple, il va nous dire quelle est la quantité d'alcool qu'on peut consommer pour ne pas être en état d'alcoolémie, quelle est la quantité d'alcool qu'on peut consommer pour être en bonne santé. Ce qui est recommandé par l'État français, c'est maximum 10 verres par semaine, c'est ça ? C'est ça. Avec maximum 2 verres par jour, à savoir que quand on dit 2 verres, c'est 2 verres qui représentent une certaine quantité d'alcool, donc le verre de vin de 12,5 centilitres, le demi de bière, donc c'est 25 centilitres, en France on dit un demi quand c'est 25 centilitres, une pinte quand c'est 50 centilitres, et ça, la pinte, ça compte pour 2 verres. Et puis pour l'alcool fort, c'est une quantité d'un verre classique, par exemple un cocktail, un verre de whisky, etc., etc. Mais aussi avec des jours dans la semaine de pause. Moi, il me semble qu'on m'avait dit que c'était 1 jour sur 2. Donc, ce qui revient à dire au moins 3 jours de pause dans la semaine. Donc, voilà. Et même au niveau de la sécurité routière, on a du mal vraiment avec le zéro alcool. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il me semble qu'en France, on a toujours le droit à 0,5 grammes. 0,5, mais il me semble... Alors, quand j'ai passé mon permis, il y a déjà quelque temps, c'était ça. C'était 0,5 grammes dans le sang. C'est OK pour conduire. Et moi, je sais que ça m'a rendue complètement paranoïaque. Je voulais pas du tout boire avant de conduire, mais parfois, on me disait « Mais si, t'as le droit à 2 verres !» Et du coup, je me retrouvais sur une application du gouvernement à calculer « OK, mais j'ai bu 1 verre de vin à telle heure, et puis après, j'ai bu une pinte, donc normalement, c'est trop. Alors, il faut que j'attende combien de temps, etc., etc. » Bon, c'est la preuve quand même que chez certaines personnes, pas tout le monde, au moins la prévention, ça fonctionne. Et en parlant de prévention sur la sécurité routière, je pense que notre génération, on a été marqué par quelqu'un en particulier. Hugo, est-ce que tu te rappelles de Sam ? Oui, bien sûr. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Ça, c'était un slogan de la sécurité routière. Et c'était pour inciter les jeunes à toujours avoir une personne qui ne boit pas pour pouvoir les ramener de soirée. Et cette personne, elle avait le prénom de Sam. Donc on demandait « Ah, c'est qui Sam ce soir ? Est-ce que c'est toi Sam ? C'est toujours moi Sam, j'en ai marre, j'ai envie de boire, etc. » C'était toi Sam du coup, toi, Hugo, non ? Assez rarement.
même quand j'ai eu non, parce que oui, c'est vrai que j'ai eu le permis, j'avais des amis plus âgés, donc ils avaient le permis avant moi, du coup j'avais une bonne excuse. Et ensuite, j'ai pas eu ma propre voiture avant un certain temps. Donc c'était rarement moi, Sam. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ont décidé d'avoir une tolérance zéro, et c'est beaucoup plus clair en fait de dire, bon bah voilà, on n'a pas le droit du tout de boire de l'alcool avant de prendre le volant. Et nous, en France, non, on a décidé quand même, encore une fois, sûrement du fait de la pression des lobbies de l'alcool, de tolérer une petite quantité d'alcool au volant, ce qui en fait rend les choses beaucoup plus complexes, comme tu l'as dit, où on est obligé d'être sur une application à calculer, etc., au lieu de se dire, bon bah voilà, je conduis, je ne bois pas du tout, c'est clair. Mais la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, les campagnes fonctionne, ou en tout cas que la mode fonctionne, et globalement on a de moins en moins de consommation d'alcool en France, et ce sera notre prochaine partie. Comme on l'a dit, les Français sont connus pour être de gros buveurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis une 60aine d'années, la consommation a baissé drastiquement, puisqu'elle a été divisée par plus de 2. Il faut savoir que dans les années 60, un Français buvait en moyenne 200 litres d'alcool par an, ce qui est vraiment pas mal. On avait une bonne descente. Alors, une autre expression, on va avoir pas mal d'expressions, je pense, dans cet épisode, parce qu'on a énormément d'expressions autour de l'alcool. Avoir une bonne descente... Tu peux expliquer ce que ça veut dire, Ingrid ? Avoir une bonne descente, ça veut dire être capable de boire beaucoup d'alcool. En général, celui qui a une bonne descente, c'est celui qui, par exemple, a déjà fini son verre quand tout le monde a à peine commencé. Celui qui finit 2 bouteilles quand on en est à 2 verres. Donc voilà, c'est quelqu'un qui lève beaucoup le coude. Autre expression. J'y pensais, ouais. Lever le coude... Donc le coude, c'est cette articulation au niveau du bras, entre le bras et l'avant-bras. C'est comme le genou pour les jambes, mais c'est pour les bras, le coude. Quelqu'un qui lève le coude, ça veut dire, il fait ce geste de lever le coude pour boire son verre. Et on a d'autres expressions d'ailleurs avec ça. On dit aussi lever le pied, qui a un sens complètement différent. Tu peux expliquer ce que ça veut dire, lever le pied ? Bah, c'est le contraire. Même si c'est pas lié à l'alcool nécessairement, mais en général, quand on lève le pied, ça veut dire qu'on ralentit. Là, c'est l'image de la voiture, parce que ça veut dire lever le pied de l'accélérateur. Donc, on a pas mal d'expressions qui sont assez imagées, avec des parties du corps, avec des mouvements qu'on fait. Et par rapport à l'alcool, c'est une expression que j'aime bien, moi, lever le coude. Ça fait très vieille France. C'est vrai. En école de commerce, on utilisait souvent cette expression, parce que voilà, c'est vrai c'est un peu vieille France aussi, de temps en temps. Ouais. Et l'alcool, c'est un sujet central pendant les études supérieures en France. Donc voilà, on parlait beaucoup du lever de coude. Et c'est vrai que maintenant, les Français lèvent moins le coude qu'il y a 60 ans, puisqu'ils ne boivent plus que, autrement dit seulement, 80 litres par an et par personne. Et d'ailleurs, même au niveau du vin, si on regarde seulement le vin, qui est quand même, je pense, l'alcool le plus consommé et en tout cas le plus marquant de la culture française, il y a une 40aine d'années, la majorité des Français buvaient du vin tous les jours, alors que maintenant, c'est seulement 15% des Français qui déclarent boire du vin quotidiennement. On est vraiment sur une baisse complète, une baisse significative de cette consommation. Avant, on peut dire que les gens buvaient leur petit verre de vin le midi, le soir, c'était comme de l'eau sur la table, alors que maintenant, ça a quand même assez disparu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai qu'on le voit moins, et même au travail, je pense qu'avant, quand il y a des déjeuners d'équipe, que c'est quelque chose d'un peu festif, par exemple quand on a réussi un projet ou quelque chose comme ça, il n'est pas rare encore d'avoir du vin le midi, mais c'est vrai que sinon, surtout parmi notre génération, je pense, pour le déjeuner, on boit de l'eau en général et pas forcément de l'alcool. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis 2010, cette baisse a
fortement ralenti. Donc, on est un peu arrivé à un niveau maintenant, j'ai l'impression, où c'est assez difficile de descendre en dessous de ce seuil de consommation. Notamment parce qu'il y a, comme je l'ai dit un peu au début, mais toutes ces personnes qui sont alcooliques et pour lesquelles c'est quasiment impossible de réduire leur consommation. Et là, c'est un peu comme si on était arrivé au niveau des irréductibles, comme ces irréductibles gaulois, les personnes qui n'arrêteront pas de toute façon de boire de l'alcool, et les occasions pendant lesquelles c'est la tradition de boire, et ça, c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas près de disparaître, par exemple, comme les fêtes de fin d'année. Oui, après, il faudra voir comment ça évolue peut-être dans les prochaines années, quand il y aura des nouvelles générations qui vont apparaître et d'autres qui vont disparaître. Parce que, par exemple, quand on parle du verre de vin au quotidien, moi, je pense à mon grand-père. Peu importe qu'il ait, il a quel âge? Il a presque 100 ans et puis il continue à boire son vin, c'est tous les jours sur la table, comme si c'était de l'eau. Et donc voilà, maintenant on a une stagnation parce qu'on a toujours cette population qui continue ses habitudes et on aura toujours un problème d'alcoolisme puisque c'est une maladie quand même qui est assez universelle. Mais voilà, il y a une question de génération à voir comment ça évolue. Et c'est vrai que cette diminution de la consommation d'alcool, elle est plus prononcée chez les jeunes. Elle vient principalement des jeunes. Et d'ailleurs, c'est pas du tout la même consommation, puisque parmi les personnes plus âgées, on a davantage une consommation quotidienne d'alcool, mais en plus petite quantité, alors que pour les jeunes, on parle d'une alcoolisation ponctuelle importante, API. Autrement dit, c'est se mettre une cuite ou se prendre une cuite. Encore une expression, se prendre une cuite, ça veut dire boire beaucoup d'alcool d'un seul coup, en général parce qu'on fait la fête avec ses amis. Et c'est vrai que les jeunes, c'est plutôt de cette façon qu'ils consomment de l'alcool. Ouais, c'est vrai. La première cuite, en moyenne, elle a lieu à partir de 15 ans, alors que l'alcool, on rappelle, est légal seulement à partir de 18 ans. Et à 17 ans, plus de 8 adolescents sur 10 a déjà bu de l'alcool. Mais ce qui est intéressant avec ce chiffre, c'est qu'il fait que de baisser. Il y a 20 ans, seuls 4,4% des jeunes de 17 ans n'avaient jamais bu d'alcool. Alors que maintenant, comme je disais, si 8 sur 10 en ont déjà bu, ça veut dire qu'il y en a 20% qui en ont pas bu. Et c'est vraiment pas mal. Franchement, ça fait de plus en plus de jeunes adolescents qui sont pas intéressés, qui n'ont pas déjà goûté entre copains, qui n'ont pas pris le petit verre en famille et qui se sont pas bourré la gueule. Bourrer la gueule, c'est la même chose que se prendre une cuite. C'est boire en excès jusqu'à vomir, etc. Et ça, c'est vrai que apparemment, c'est moins à la mode chez les jeunes. Plutôt bien, parce qu'à notre époque, c'était quand même cool de boire quand on était adolescent. Oui, c'est vrai, c'était vrai. La première cuite, c'était le rite de passage. C'était une espèce de défi qui nous permettait, ou en tout cas qui nous donnait l'impression de devenir un adulte. Ça y est, on se prend sa première cuite, ça veut dire qu'on passe à l'âge adulte. Un peu comme le bac, cet examen à la fin du lycée, c'est aussi un rite de passage. Moi, je sais que c'était vraiment quelque chose... voilà, tous mes amis le faisaient. Moi, je l'ai fait comme tout le monde. J'ai pas fait exception à la règle. Et évidemment, à l'époque, je le voyais pas de manière aussi objective. Je me disais pas, ah voilà, c'est mon rite de passage, je dois me mettre une cuite, etc. C'est arrivé de manière assez naturelle, en vacances, quand... Je sais plus si j'avais 14 ou 15 ans, mais c'était aussi dans ces eaux-là où voilà, on avait rencontré des gens un peu plus âgés, on avait découvert les cocktails rhum-orange et j'étais rentré chez moi très tard et tout vert et je sais que d'ailleurs ma mère ne m'avait même pas sermonné. Voilà, c'était quelque chose. Bon, évidemment, elle n'était pas ravie, mais elle savait que ça faisait partie des rites de passage des adolescents. Toi, tu te souviens de ta première cuite ? Ouais, je m'en souviens. Alors, je pense que c'était en vacances, sur la plage. Ça devait être de la manzana ou un alcool comme ça. On avait des alcools, bien les sucrés. jeunes, bien sucrés,
bien dégueu. Bien chimique. Maintenant, ouais, c'est ça. Et par contre, j'ai la chance d'avoir une grande sœur. Donc, c'est ma grande sœur qui m'a ramenée à la maison, qui m'a mis sous la douche et qui s'est occupée de moi. Je sais même pas si mes parents ont été au courant. À mon avis, s'ils s'en étaient rendus compte, ils auraient rien dit non plus. Ils auraient dit, oh, bah, dis donc. Ils le savent, quoi, les parents. Puis après, à partir du moment où ils font attention à toi, je pense qu'ils savent que ça va pas forcément se répéter. Pour ma part, c'était une fois où je savais pas, j'ai pas compris que même si c'était très sucré, en fait, ça montait très vite à la tête et que ça faisait mal au ventre. Et après, une fois que j'ai compris ça, je me suis calmée pendant vraiment jusqu'à devenir étudiante. Après, c'est avec les études que la consommation est redevenue plus importante. Et là, c'était vraiment le vin, quoi. Quand, je sais pas si toi aussi, les années d'études, c'est en France, on se fait des bouteilles de vin vraiment pas chères. Ouais, il y avait ça et moi, il y avait beaucoup la bière en école de commerce. Alors, en prépa, pendant 2 ans, comme on faisait que travailler, on avait à peu près 2 fêtes par an où là, effectivement, on buvait beaucoup, mais le reste de l'année, on avait tellement de choses à apprendre et d'examens. Ah bah les prépas littéraires, je peux te dire que ça boit du vin, même avec les examens. Non, nous, c'était... En plus, j'étais en internat, donc bon, c'était pas possible. Du coup, j'avais une consommation très raisonnable. Mais après, on savait aussi qu'une fois en école de commerce, là, on allait pouvoir se lâcher, faire des excès. Et nous, dans notre école, et c'est le cas dans beaucoup d'écoles de commerce, il y avait un bar qui était tenu par des étudiants qui servaient de la bière. Donc, très souvent, même parfois entre les cours, il y avait des personnes qui descendaient boire une bière pendant la journée. Et on avait aussi, ce qui a été interdit depuis, mais on avait les soirées open bar. Donc, on payait, je sais plus, c'était ridicule, l'équivalent de 5 ou 10 euros. Et ensuite, on pouvait boire de manière illimitée toute la soirée dans des bars, encore une fois, tenus par les étudiants. Et là, voilà, ces soirées, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Mais il me semble que ça a été interdit depuis parce que, comme vous pouvez l'imaginer, ça donnait des choses qui n'étaient pas toujours top pour l'image et la réputation de l'école. Oui, j'ai entendu beaucoup de choses assez négatives sur les écoles de commerce. Donc, en tant que personne extérieure, je peux confirmer que c'était pas très bon pour l'image. Donc, heureusement, ça a été interdit. Et tout ce qu'on dit de manière générale, là, sur notre expérience, comme vous le savez, c'est une expérience de millénial, donc de génération Y. Nous, on est nés au début des années 90. Donc, ce qu'on dit, en fait, c'est plus d'actualité. La génération Z, la génération suivante, ceux qui sont actuellement en début d'études, je pense à peu près, ils n'ont pas du tout ces mêmes habitudes. Pour eux, apparemment, c'est beaucoup moins cool de boire. Donc, comme on le disait, pour les adolescents, ils prennent leur première cuite plus tard ou alors ils ne touchent pas d'alcool. Mais aussi, les étudiants, apparemment, maintenant, pour la génération Z, c'est beaucoup plus normal d'aller aux fêtes étudiants sans boire. Il n'y a pas cette pression de dire « mais pourquoi tu bois pas, c'est pas normal », etc. Moi, je sais que j'ai quelques personnes autour de moi qui ont 10 ans de moins et c'est vrai que elles ne boivent pas d'alcool, qu'on a l'air d'être des vieux pas cool quand on lève un peu trop le coude, par exemple, dans les fêtes de famille, et qui disent qu'avec leurs copains, copines, ils font la fête, enfin, ils font des soirées un peu plus tranquilles, où ils discutent de manière différente et ils ne se bourrent pas la gueule. Pour reprendre encore cette expression, pour qu'elle rentre dans votre tête, cette expression. C'est vrai. C'est ce que, à notre époque, les médias, quand ils parlaient de ce problème d'alcool chez les jeunes, ils mentionnaient toujours le binge drinking. Encore une fois, comme si c'était quelque chose qui avait été inventé par les Américains ou les Anglais. Et maintenant, chez effectivement la génération Z, on parle plutôt de la tendance straight edge. Là aussi, on a gardé le terme anglais pour les jeunes qui décident de ne pas consommer une goutte d'alcool, de ne pas toucher aux drogues, etc. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui est considéré comme assez cool par une partie de cette génération.
Alors qu'à notre époque, quelqu'un qui ne buvait jamais d'alcool, c'était vraiment une personne qu'on n'invitait pas en soirée, en général. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est de plus en plus à la mode de ne pas boire d'alcool ? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Comme vous avez dû le remarquer aussi dans votre pays, depuis une quinzaine d'années, il y a cette préoccupation pour le bien-être physique et mental qui est omniprésente sur les réseaux sociaux. Peut-être pas une quinzaine d'années du coup, mais une dizaine d'années. Ce qu'on appelle aussi le healthy lifestyle, un mode de vie healthy. Là aussi, on a gardé le terme anglais, je ne sais pas pourquoi. Ça va être un épisode bourré d'anglicisme. Mais pour les jeunes, c'est à la mode de faire attention à sa santé. Ça passe à la fois par le sport, par son alimentation. Donc on met en avant le fait d'avoir une diète saine, de manger des choses de qualité, sans excès. Et puis aussi tout ce qui concerne les routines beauté qui sont très populaires sur YouTube, TikTok, comment prendre soin de ses cheveux, de sa peau, etc. Il y a vraiment cette exigence d'être au top dans tous les domaines. Et ça, c'est difficilement compatible avec une consommation d'alcool quotidienne. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, le sport, la diète, avoir une belle peau, etc. Tout ça, si on boit de l'alcool, déjà, on perd beaucoup de points. Et puis, au-delà de la préoccupation pour le bien-être physique, il y a aussi une tendance à préserver plus sa santé mentale. C'est vrai que chez les générations les plus jeunes, il y a beaucoup plus de prévention au niveau de tout ce qui est psychologique, connaissance de soi. Les nouvelles générations vont beaucoup plus en thérapie, par exemple, et recherchent des relations saines. Si on regarde les réseaux sociaux, donc ce que consomme à la fois la génération Z, mais aussi les millénials, on a tendance à voir beaucoup de choses sur comment avoir des relations qui sont moins, entre guillemets, toxiques, comment réussir à se reconnecter à soi-même, des incitations à aller voir un ou une psychologue, etc., etc. Et donc, c'est vrai que ça aussi, ça va pas trop de pair avec une consommation d'alcool qui souvent est utilisée au contraire pour oublier, pour se déconnecter, pour avoir des relations assez superficielles. Et c'est vrai que même au niveau du dating, il me semble qu'il y a des chiffres qui montrent qu'il y a beaucoup moins de consommation d'alcool associée au date Tinder, etc. Oui, effectivement. Et ça va en fait avec cette idée de contrôle. On veut être capable de tout contrôler au niveau de notre santé, au niveau de notre travail pour rester productif. Et ça passe effectivement aussi par les rencontres où déjà avant de rencontrer la personne, on la scanne sur une application de rencontre où voilà, on essaye de filtrer avant de s'engager, ne serait-ce que pour boire un verre. Et quand on a notre fameux date, eh bien maintenant, c'est plus courant de ne pas boire d'alcool pour voir si vraiment on s'entend bien avec cette personne et pas simplement si on s'entend bien grâce à l'alcool, en fait. Voir si on a des atomes crochus. Encore une expression, avoir des atomes crochus avec quelqu'un, ça veut dire que vous vous entendez bien avec cette personne, il y a une bonne alchimie, avoir des atomes crochus. Donc, on essaye d'exclure le facteur alcool de cette première rencontre pour voir vraiment comment on s'entend avec cette personne. Et en parlant de relations un peu plus saines, avec une alchimie, avec une connexion et avec des conversations beaucoup plus réelles et profondes, il y a une tendance qui renforce aussi ça. C'est la tendance qui a lieu depuis le Covid, en fait, depuis les confinements, à être casanier. C'est la tendance du cocooning, on peut dire, la tendance à être dans son cocon. Alors, cocooning, c'est aussi un anglicisme. Je précise que c'est pas nouveau, hein. Le cocooning, ça fait 20 ans, je pense, que le mot existe en français. Mais par contre, il est beaucoup plus à la mode, de plus en plus, et chez les plus jeunes. Avant, le cocooning, c'était un peu un truc qu'on aimait faire en hiver, au moment de Noël, ou qu'on aimait faire à partir de 30 ans. Alors que maintenant, même à 20 ans,
En fait, les personnes aiment bien être chez soi, se retrouver seulement à 2 ou 3 personnes autour d'une tasse de thé pour discuter, pour jouer à un jeu de société, pour voir un film, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose dont on a eu l'apprentissage avec le Covid. On a été forcé de le faire et finalement, beaucoup de personnes se sont rendues compte que ça pouvait être sympa, voire certaines personnes ont connu que ça. Il y a des jeunes qui ont commencé toutes leurs relations sociales sur ce mode assez casanier. Casanier, je ne sais pas si c'est un mot simple ou on peut peut-être l'expliquer. Être casanier, ça veut dire qu'on préfère rester chez soi, qu'on n'aime pas trop sortir, aller dans les bars, rencontrer de nouvelles personnes. On se sent mieux quand on reste chez soi. Être casanier. Je ne sais pas d'ailleurs d'où ça vient, mais bon, ça fait penser au mot casa en espagnol. Ouais. Et du coup, bon, il y a d'autres raisons, mais ça, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est les raisons principales, les raisons qui sont un peu tendances, qui sont liées aux réseaux sociaux, qui sont internationales. Après, il y a d'autres raisons qui sont un peu plus sérieuses, économiques, socio-économiques, etc., etc. J'aime bien ce genre d'explications, donc je vais les mentionner, mais rapidement. On va pas rentrer dans les détails. Mais les experts parlent aussi de l'évolution de la structure familiale. Il y a de plus en plus de familles monoparentales en France à cause des divorces. Et en général, dans les familles monoparentales, la consommation d'alcool est plus faible. C'est vrai qu'une mère seule avec ses enfants, par exemple, parce que normalement, consommer de l'alcool, c'est souvent quelque chose qu'on fait à plusieurs, notamment quand on est un couple. On ouvre une petite bouteille de vin, on boit un verre, mais ouvrir une bouteille de vin seulement pour soi, bon, c'est peut-être pas aussi sympa. Donc, dans les familles monoparentales, la consommation d'alcool est plus faible. Il y a des raisons économiques aussi. Vous avez sûrement entendu parler de l'inflation qui sévit depuis plus d'un an. Ça a beaucoup réduit le pouvoir d'achat des Français. Donc, ils font plus attention à ce qu'ils achètent. Et c'est vrai que l'alcool, c'est assez cher. Ça peut vite représenter une part importante du budget. Et puis, il y a l'apparition de nombreuses drogues alternatives. Bon, le cannabis, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que même si les jeunes boivent moins d'alcool, par contre, ils fument plus de cannabis. Et il y a d'autres drogues qui sont apparues plus récemment, en particulier les opioïdes, qui ne sont pas forcément des drogues à la base, mais plutôt des médicaments. Mais là aussi, on a importé cette mode des États-Unis. Et il y a une part significative des jeunes qui maintenant sont devenus accros aux opioïdes, aux antidépresseurs, etc. et qui les utilisent un peu de la même manière que notre génération utilisait l'alcool. Je me sens un peu vieux en disant ça, mais c'est vrai qu'on observe une différence entre les millennials et la Gen Z, la génération Z. Bon, et puisque tu as voulu rajouter tes dernières explications, je termine avec une dernière, l'explication féministe, qui est aussi le fait qu'il y a eu une baisse de la consommation d'alcool après les mouvements MeToo, puisqu'il y a eu une prise de conscience du fait que pour les femmes, les soirées alcoolisées pouvaient être un facteur où il y avait plus d'agressions et où la société avait tendance à les rendre coupables alors qu'elles étaient victimes. Et donc, même si dans une société idéale, on n'aurait pas besoin de ne pas boire pour ne pas être accusé de l'avoir bien cherché, on s'est rendu compte que la société est toujours patriarcale et que donc si on veut se protéger, il vaut mieux qu'on évite de trop boire d'alcool et qu'on privilégie d'autres types de relations et de soirées. Pour conclure cet épisode, retenez simplement que même en France, terre du vin et des bons vivants, on boit de moins en moins d'alcool depuis une 60aine d'années, même si c'est une tendance qui a un peu ralenti depuis les années 2010. C'est principalement le fait des jeunes générations. Les jeunes en France boivent de moins en moins d'alcool et ils n'en boivent pas quotidiennement, contrairement à une partie de leurs aînés. Et puis c'est lié aussi aux évolutions sociétales récentes dont on vous a parlé dans cette dernière partie. Après, c'est vrai que la France n'est pas un cas isolé, c'est une tendance qui est plutôt internationale. En tout cas, dans les pays occidentaux, on observe cette baisse de manière assez globale.
Donc voilà, c'est un phénomène que vous avez peut-être observé, vous allez peut-être vous reconnaître ou reconnaître vos enfants, petits-enfants dans ce qu'on raconte. Alors n'hésitez pas à nous partager vos impressions en commentaire. Et nous, on vous dit à dans 2 semaines pour un prochain épisode. À bientôt, ciao. Ciao.